Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité est Vincent De Wolf. Bonjour, bourgmestre d'Etterbeek et surtout chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois. Est-ce que c'est la fin du tunnel pour la 4G ? Écoutez, oui et non. Donc, il y a une progression. Je dirais que moi, ça fait depuis janvier que je tape sur la tête du gouvernement en disant quand est-ce que vous allez un petit peu libéraliser les normes pour permettre que Bruxelles ne soit pas ridicule d'être la dernière ville un peu importante à être ouverte au 4G. Finalement, après 3 essais, des pas en avant, des pas en arrière, ça avance. Mais ce n'est pas très bon. Alors, je vous pose cette question parce que vous avez tenu aujourd'hui une conférence de presse et vous dites en substance le gouvernement bruxellois va assez loin, mais pas de la bonne manière. Il a quand même doublé le nombre de vols par mètre. Ça devrait permettre quand même aux opérateurs de mettre des antennes 4G un peu partout. Ça oui, mais il faut aussi rassurer les Bruxellois. Il faut aussi donner des moyens de contrôle. Il faut pouvoir faire des mesurages dans les appartements privés, dans les lieux fermés. Il faut demander aux opérateurs en contrepartie des avantages qu'on leur a accordés aujourd'hui. Ils doivent mettre moins d'antennes, ça coûte moins cher. Il n'y a plus d'enquête publique, donc on a fait beaucoup de choses pour eux. OK. En contrepartie, ils doivent payer quelque chose. Moi, je demandais qu'ils payent 100 € par antenne pour un fonds qui sert à quoi ? Informer le public et surtout permettre à toute personne qui le demande, par quartier, qu'il y ait un contrôle dans les habitations quant au niveau des normes vraiment présentes. Et puis, dernier élément qui a été rejeté par la majorité, c'est les normes TV, radio. Il y a des émissions, évidemment... Donc, pas ne prendre que la téléphonie dans le paquet. Voilà, donc c'est l'ensemble des éléments qui devaient être mesurés. Ça a été refusé, donc je crois qu'il y a moyen de mieux faire et surtout l'absence de contrepartie. J'avais été critiqué parce que j'aurais tendu la main aux opérateurs, j'aurais donné des chants de sirène aux opérateurs. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font ? Finalement, ils abandonnent tout, ils diminuent, ils diminuent la sévérité, ils augmentent la possibilité d'émettre. On passe quand même de 3 volts à 6 volts par mètre. On passe de 3 volts à 6 volts. Mais attendez, parce qu'en Wallonie, quand le gouvernement wallon décide des choses sur les antennes GSM, par exemple, les opérateurs disent « attendez, si c'est comme ça, on ne va plus investir dans votre région ». C'est pas ça que vous voulez pour Bruxelles ? Ah mais attendez, moi je ne suis pas contre, d'ailleurs je me suis abstenu ce matin, je n'ai pas voté contre, et le groupe en séance plénière votera pour, je m'abstiendrai et je dirai pourquoi. Moi ce que je demande, c'est que les opérateurs, parce que les taxes... Donc votre groupe votera pour ? On votera pour. Les taxes communales sont annulées pour la plupart, posent des problèmes. On en a parlé, et Pechtat peut même donner raison, je dirais, dans mon oreille, c'est ça. On dit, ah oui, mais c'est intelligent, parce que ce n'est pas une taxe dont tu parles, c'est un retour de l'opérateur vers ceux qui font les normes dans Bruxelles et qui permettent aux Bruxellois d'être informés et de contrôler le taux d'émission. C'est ça qu'ils ne font pas et qu'on dénonce. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jamais content, Vincent De Wolf ? Non. Quand la 4G était bloquée, on avait entendu le fameux propos de Didier Bellens, mais vous aviez dit, oui, Evelyn Uytebroek va dans le mur, c'est inacceptable, il faut qu'on soit dans une région moderne, on a besoin de la 4G, et maintenant qu'elle arrive, vous me dites, oui, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Eh bien, je maintiens, parce que je ne voterai pas contre, c'est pour ça que je ne suis pas opposé, donc c'est pas que je ne sois pas content, je dis qu'on peut mieux faire. Alors, si le boulot était vraiment bien réalisé, moi, je n'ai pas de problème à le reconnaître, ce n'est pas le cas ici. Les gens ont peur aujourd'hui, il n'y a pas de mesurage possible. Un chiffre, sur 1200 stations d'antenne qui existent, il n'y a eu que 150 contrôles sur 8 ans. Vous trouvez ça sérieux ? Moi, je ne trouve pas ça sérieux, j'ai le droit de le dire. Oui. Est-ce que, quand vous êtes bourgmestre, vous n'êtes pas le plus frileux sur les antennes ? Non, pas du tout. Ouais. Vous êtes aux côtés des riverains qui sont mobilisés rue Jules Malou, il y a eu un recours au Conseil d'État contre la rue de l'Étang. Oui, pourquoi ? Ça ne veut pas dire que le bourgmestre de Wolf ne veut surtout pas d'antenne et que le chef de groupe de Wolf en veut bien parce qu'il veut bien la 4G. Non, ce n'est pas exact. Il faut quand même se rendre compte que les opérateurs doivent respecter les règles, qu'il y a des règles d'environnement, d'urbanisme, que les recours qu'on a introduits, 8 sur 10 ont été gagnés parce qu'il y avait des problèmes techniques, parce que les antennes étaient placées où il ne fallait pas, qu'il n'y avait pas d'accord de propriétaire. Donc, on ne peut pas tout faire non plus. Et les recours sont légitimes. C'est conforme à l'état de droit. Ce n'est pas pour ça qu'on est anti-antenne d'un côté et pro-antenne de l'autre. Ça, c'est une caricature qui est facile à dresser, mais qui ne tient pas la route. Vous avez un smartphone ? Oui, bien sûr. Vous l'utilisez souvent ? Je fais attention de plus en plus à mettre des écouteurs avec le fil, puisque le fil conduit le son, mais pas les ondes. Et donc, vous êtes un petit peu attentif à ça. Est-ce que Je suis attentif à ça, et je souligne aussi que dans le projet du gouvernement, dans l'ancien système, ce qui était très désagréable, c'est que, comme il y avait beaucoup d'antennes et que les réseaux n'étaient pas bons,
les téléphones, comme on dit, tirent sur la connexion, et c'est là que c'est dangereux. Donc le téléphone qui tire pour avoir la connexion, c'est bien pire que l'émission de l'antenne. Oui, donc les opérateurs annoncent quand même la 4G pour théoriquement 2015. Oui. Vous l'utiliserez, vous savez déjà ou pas? Moi, je pense que oui, parce que c'est une question de rapidité de fonctionnement et une possibilité aussi de télécharger des images. Et j'avais vu, par exemple, des médecins qui me disaient qu'en termes d'ambulance... Imagerie médicale. Ah oui, oui. En termes de... Là, c'est très, très sérieux. Donc, les ambulances de réanimation, par exemple, qui conduisent quelqu'un en bloc opératoire, ils peuvent déjà examiner les images et avoir des informations avant même d'arriver. Alors, on a vu dans le journal, il y a un problème avec les bulles à vêtements. Un certain nombre de communes, dont la vôtre, demandent aux petits riens et à Oxfam, enfin ceux qui ont habituellement les bulles à vêtements, pour collecter les vêtements et en faire des vêtements de seconde main, de restreindre un petit peu les emplacements. Dans votre commune, on va passer de 10 à 5, si j'ai bien noté. Oui. Il y avait un vrai problème avec ces bulles? Oui, parce que la propreté n'arrête pas de faire problème un peu partout dans les rues. On ne va pas commencer à faire le débat avec la région, la régionalisation, les voiries régionales, on peut en parler. Mais on doit essayer de limiter les problèmes. Les bulles à verre, on essaie de les enterrer parce que sinon les gens utilisent ça comme décharge publique. Et c'est la même chose malheureusement pour les emplacements de vêtements. Ça veut dire qu'on dépose les sacs à côté de la bulle au lieu de les mettre dans la bulle. Deux phénomènes. Non. Vous avez des gens qui, et c'est lié à la crise et aux difficultés financières, et je peux tout à fait comprendre ça, mais il y a des gens qui rentrent, je dirais, dans la bulle pour ressortir tous les vêtements, choisir ce qui les intéresse, et puis ils laissent tout le reste par terre. Premier phénomène. Deuxième phénomène, vous avez des gens qui amènent des sacs poubelles. Et qui mettent des sacs poubelles contre la bulle à vêtements, parce que voilà, c'est une bulle qui ressemble à peut-être des déchets, etc. Et donc ça devient totalement ingérable en multipliant ce genre de choses. Oui. Et s'il y a un manque à gagner pour les petits riens ou Oxfam, comment on peut trouver d'autres solutions, on peut faire des donneries, on peut faire des campagnes, on peut s'y associer, on peut les aider. Mais moi, je n'ai pas fait ça sans prévention. Hein, donc on a écrit, on a contacté. Ils n'arrivent pas à gérer ça eux-mêmes, donc à un moment donné, il faut prendre une décision, on l'a fait. Alors, autre sujet qu'on a pu voir dans le journal, les factures d'eau. Est-ce que c'est logique de les faire passer du propriétaire vers le locataire? Non, c'est la proposition du CDH. Ce n'est pas Ahmed El Kannous. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y avait sur Bruxelles un système particulier qui faisait que le propriétaire était d'office co-débiteur solidaire, pour employer un terme précis. Et qu'en cas d'impayé, c'est lui qui devrait trinquer. Donc vous êtes mon propriétaire, je suis votre locataire, je ne paye pas mes consommations d'eau, eh bien vous allez devoir payer mes consommations que je n'ai pas payées. Ça, ce n'est pas normal dans l'équilibre des prestations réciproques. C'est à ça qu'on va mettre fin. Et donc, quand vous dites « on va », ça veut dire que vous êtes d'accord avec la proposition du CDH? Nous sommes d'accord avec cette proposition, mais d'autant plus facilement que nous avions introduit ça déjà il y a longtemps, mais dans l'opposition, on peut introduire ce qu'on veut, c'est jamais voté, donc voilà. Mais, vous êtes en train de me dire qu'Ahmed El Kannous a pris un de vos textes? Oui, mais tout à fait, donc c'est pas compliqué. Différents organes auxquels nous participons avaient demandé à plusieurs reprises et dénoncé, et dans notre programme c'était inscrit, on va le biffer, de mettre fin à cette solidarité, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez gagné une manche contre Brigitte Goels? Écoutez, moi je ne suis pas dans un combat, mais je veux dire... Je fais référence au plan de stationnement, où les bourgmestres avaient un petit peu rué dans les brancards en disant on n'est pas prêt, ça va trop vite. Je crois qu'alors c'est 3 ou 4-0, hein, parce que je veux dire, ce n'est pas la première manche. Donc ici, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Comme pour les 15% qu'elle voulait faire payer anticipativement, ici elle a voulu faire appliquer le plan régional de stationnement avant la lettre, puisque l'ordonnance de 2009 dit bien qu'on a dans les communes 1 an pour mettre ce plan en œuvre. Mais 1 an, ça veut dire au plus tôt septembre 2014 et pas janvier 2014. Ou avril, comme on l'a entendu à un moment. Alors, attendez, elle a une violation de parole, hein, c'est ça qui est grave, parce qu'il y a une réunion des bourgmestres avec elle. Elle marque accord pour dire, OK, vous pourrez demander un délai jusqu'à 1 an. Ça a été acté. Et puis après, l'envoi des projets, c'est plus 1 an, c'est 1er avril. C'est pourquoi un confrère à vous a titré le poisson pourri de Mme Goels. Donc ça, c'est pas sérieux. Elle s'est fait tancer par l'ensemble des formations politiques. Ça veut quand même dire quelque chose. Je crois qu'elle a voulu prendre une posture électorale flammo-flamande par rapport à Smet en disant « Moi, j'ai réussi à ce que le plan s'applique. Vous n'aviez pas réussi. Moi, j'ai réussi. » Non, ce n'est pas possible, ni techniquement, ni juridiquement, d'aller plus vite. Ni politiquement, on n'a pas envie que le plan s'applique avant les prochaines élections. C'est pas ça le fond du problème? Non, c'est plus précis que ça. Personne ne veut que l'on concerte les riverains sur ce sujet en période électorale. Et ça, c'est sage, parce que si vous êtes riverain et qu'on vous présente un plan qui est complexe, qui va supprimer une série d'avantages que vous aviez, ce n'est pas le moment le plus objectif pour commencer à en discuter paisiblement. Non. Et le plan, il verra vraiment le jour au 1er septembre?
Le plan ne verra pas le jour au 1er septembre, à mon avis, parce qu'on va demander un délai de 3 mois, c'est déjà évoqué, pour qu'on puisse faire la concertation, non pas durant l'été, ce qui ne serait pas raisonnable pour les gens, mais qu'on le fasse en septembre, et on peut alors voter le plan en novembre, à mon avis, octobre ou novembre au plus tôt. C'est pas l'éternel débat des bourgmestres qui refusent que la région unifie les politiques dont on sait qu'elles doivent être unifiées. Parce que ce plan copie le plan que j'avais moi-même mis en place il y a 15 ans, tout le monde le sait. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ne faisons pas le débat. Là où, par exemple, dans ma commune, il y avait une seule zone pour les riverains, une zone verte, il va y en avoir 10 demain. Expliquez-moi comment ça va simplifier les choses. Mais ça, comptez sur moi, je ferai ce débat en temps et lieu. Alors, vous êtes en train de rédiger votre programme électoral ? C'est pratiquement fait, en projet. Je viens de réunir un comité directeur hier, donc de l'ensemble des mandataires et maires. On a fixé au mois de février, après la période des vœux, un congrès programmatique. Et là, on va réunir tous les militants, les sympathisants, on va communiquer à l'avance le dossier du programme. Chacun pourra faire des amendements. Vous avez déjà une idée du nombre de pages ou du nombre de propositions ? On dépasse, propositions je n'ai pas retenu en tête, mais on dépasse les 150 pages de programme. On a travaillé depuis avant l'été avec les parlementaires, on a vraiment quelque chose qui tient bien la route et on va essayer vraiment d'associer les militants pour qu'ils aient un pouvoir d'amendement et de suggestion. Et donc on transmettra ça encore cette année-ci aux militants. Alors il faut que ce soit une femme en deuxième position sur la liste. Je vous donne 2 propositions. Françoise Quépmans ou Françoise Berthiaud ? Alors, moi, je considère qu'effectivement, d'abord, on respecte la loi puisqu'il faut une femme en deuxième place. Oui, donc là, vous n'avez pas répondu. Là, j'ai pas encore répondu. C'est un choix qui est relativement difficile parce que les deux, je vais vous répondre, les deux ont leur qualité. Françoise, je travaille avec elle, Berthiaud, depuis 20 ans à Etterbeek. Françoise Kep, comme on l'appelle dans notre jargon, a quand même réussi quelque chose de fantastique à Molenbeek. Ça ne changera pas leur vie politique. Donc moi je dirais, mais ça devra se discuter avec le président et en accord avec la tête de liste fédérale, puisqu'on travaillera qui est Didier Reynders. Moi je pense qu'il est défendable de soutenir que ce soit Françoise Quépmans en 2, mais où va-t-elle aller ? Sera-t-elle sur la liste régionale, sur la liste fédérale ? Et donc avec ça, vous ne m'avez toujours pas répondu. Je ne vais pas vous dire plus quand même là. Merci beaucoup, on se reverra alors. Merci Vincent d'avoir été l'invité de l'interview. Je vous en prie.